Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce 5e épisode de mes causeries au coin du web. Aujourd'hui, nous allons parler féminisme et management guerrier. Trois questions seront au cœur de cet épisode. En quoi la mobilisation industrielle a-t-elle été un moment d'émancipation pour les femmes américaines? Que montre le cas du Brooklyn Navy Yards, qui a été un des cas historiques au cœur de mon ouvrage, sur le rôle des femmes dans les transformations industrielles et managériales des États-Unis? Peut-on parler des managements féminisés ou d'un management féminisé après la Seconde Guerre mondiale? Alors, on a tous en tête l'iconographie de Rosie the Riveter, qui est en fait une affiche qui a été conçue par John Howard Miller en 1942 pour les salariés de Westinghouse Electric. Il s'agissait de les motiver, les engager au travail, dans un contexte où l'absentéisme et la motivation semblaient faire défaut. Et cette affiche qui évoque on peut le faire, ensuite inspiré de nombreuses autres affiches, et ont alimenté toute une iconographie américaine. D'abord, plutôt, j'aurai l'occasion de le réévoquer, une iconographie plutôt patriotique, avant de devenir, dans les années 80, une iconographie féministe aux États-Unis, et un peu plus tard, dans les années 2000, en Europe. Alors, on a retrouvé cette iconographie dans un certain nombre d'affiches qui ont été réalisées, dans des campagnes de photographie, de communication, de propagande de l'État américain. Là, vous avez un certain nombre d'exemplaires montrant des femmes au travail dans différents secteurs. Beaucoup de ces photos concernaient bien évidemment l'industrie de l'armement, et en particulier l'industrie aéronautique. Une des femmes les plus connues qui a incarné ces Rosie the Riveter est bien sûr Marilyn Monroe, qui a travaillé dans la Radioplane compagnie pendant les années de guerre, notamment sur des contrôles de parachute. Alors, les femmes mariées, ça c'est un trait sociologique extrêmement important. Les femmes mariées ont été au cœur de la mobilisation industrielle de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Début 1942, on compte déjà 19 millions de femmes employées dans l'ensemble de l'industrie américaine, et on comptera sur l'ensemble de la guerre 6 millions de femmes qui vont être dans l'industrie de l'armement. Une des évolutions étant que cet emploi féminin va largement dépasser un espace traditionnel qui était l'industrie du textile pour concerner l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, largement reconvertie dans l'effort de guerre, les chars, etc., les Navy Yards, la fabrication de bateaux, etc. Elles vont représenter, ces femmes, jusqu'à un tiers de la main-d'œuvre pour le secteur aéronautique. Tout ça pour dire qu'on est sur un phénomène qui est vraiment très loin d'avoir été mineur. Et il ne faut évidemment pas négliger les 350 000 femmes qui se sont engagées également sous l'uniforme pendant ces années de guerre. Dans un contexte où les hommes jeunes et en état de combat sont très largement au combat, le renfort des femmes a été absolument essentiel. J'évoquais dans un autre épisode le chômage qui était à 19% juste avant le début des années de guerre, chômage qui était reparti en 1937. À la fin de la guerre, il est de moins de 1%. Il y a des tensions sur le marché de l'emploi qui sont très très fortes. Il y a besoin de bras pour faire la guerre, et les femmes vont être absolument essentielles. Cet arsenal de la démocratie, cette mobilisation industrielle qui va permettre aux côtés d'autres pays de gagner contre l'Allemagne nazie, elle va se faire très fortement grâce à l'effort des femmes. Femmes qui vont être rejointes par des handicapés. Beaucoup d'handicapés vont être mis au travail, des blessés de guerre, de retour du champ de bataille, qui vont être impliqués dans les usines. Évidemment, les minorités afro-américaines, mexicaines, tant au combat que dans les usines.
La Seconde Guerre mondiale, on pourrait le dire, a été un immense champ d'expérimentation sociale, technique et économique. Euh, alors, toujours en lien avec ce phénomène, on pourrait ajouter que les besoins en formation ont été absolument gigantesques. J'aurai l'occasion très prochainement de l'évoquer dans un autre épisode. Les réseaux et les académiques du management vont être très fortement associés à l'effort de guerre. Si une forme de féminisme se constitue pendant la guerre, j'ai retrouvé dans un certain nombre de mes archives, notamment des analyses de revues de commerce au détail des années 40, des titres, des contenus d'articles très explicitement féministes. Par exemple, un titre ne sous-estimez jamais le pouvoir des femmes, avec un contenu derrière très féministe. Au-delà de ça, il est vrai que l'essentiel du discours officiel et l'essentiel des pratiques de management vont plutôt incarner des valeurs traditionnelles. L'effort décrit et mis en scène autour des femmes est davantage patriotique que féministe, mais un certain nombre de brèches absolument essentielles vont être faites à travers cet effort de guerre. Alors, on ne peut pas considérer qu'il y a un moment féministe totalement fondateur, mais un certain nombre de brèches sont ouvertes à l'occasion de cette mobilisation industrielle. Alors, dans le cadre de mon livre, j'ai tout particulièrement étudié un espace de la mobilisation industrielle américaine, à savoir le Brooklyn Navy Yard, donc un espace où on fabriquait un certain nombre de bateaux. Plus de 70 000 personnes ont été employées pendant la guerre sur le Brooklyn Navy Yard. À la fin de la mobilisation industrielle, il y a même 71 000 employés, dont 7 000 femmes. 7 000 femmes qui arrivent à partir de début 1942. Elles ont une place assez indéfinie au début, elles doivent trouver leur place. J'évoque dans le livre cet épisode qui m'a troublé, qui concerne les toilettes. Voilà, pendant de longs mois, plus de 10 mois, il n'y aura pas de toilettes pour ces femmes qui sont recrutées. Elles doivent aller dans des toilettes d'hommes, dans lesquelles il y a principalement des urinoirs. Elles doivent être accompagnées par des hommes, il n'y a pas de porte. Parfois, elles arrivent à aller dans des toilettes administratives. On mesure à quel point voilà, c'est cette présence des femmes qui a été essentielle. On mesure à quel point cette présence, elle s'est faite dans des conditions particulièrement difficiles. Et ce qui m'a frappé dans mes analyses d'archives, dans un contexte où il y a énormément d'accidents industriels, je l'ai évoqué dans l'épisode précédent, elles vont être un vecteur très fort d'adoption de pratiques et d'équipements de sécurité. Elles vont, par effet de contamination, de prescription, de conversation, avoir un impact extrêmement positif sur les hommes, voilà, dans un contexte où il faut porter des lunettes de sécurité, des chaussures, être dans une certaine gestuelle qui n'est pas qu'une gestuelle de performance, mais aussi une gestuelle sécuritaire. Elles vont avoir un rôle très important au sein du Brooklyn Navy Yard dans l'adoption d'un certain nombre de codes de sécurité. Elles vont aussi prendre avec succès un certain nombre de fonctions d'encadrement. Un certain nombre de femmes vont progresser dans la hiérarchie et avoir des rôles importants, que ce soit dans la partie productive du Brooklyn Navy Yard ou que ce soit dans la partie plus administrative. Malheureusement, comme d'ailleurs les minorités qui ont travaillé sur le Brooklyn Navy Yard, elles seront bien mal récompensées, puisqu'au retour des boys à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles vont être incitées à rentrer chez elles, à laisser leur place, même si plus de 80% avaient envie de continuer à travailler. Mais, comme je l'ai dit, une brèche est ouverte. Alors j'ai envie, à ce stade de l'épisode, de répondre à une question très générale sur le féminisme et le management. La Seconde Guerre mondiale a-t-elle été un vecteur de féminisation du management? On pourrait dire indirectement oui. La mobilisation industrielle de la Seconde Guerre mondiale a ouvert la voie à une féminisation de l'emploi et des pratiques de travail, que ce soit aux États-Unis ou au-delà, dans les années 50 et 60, sur une échelle vraisemblablement beaucoup plus grande que la Première
Guerre mondiale, où on avait déjà assisté à un début de féminisation de l'emploi américain. Les questions du genre dans les pratiques de management sont cependant assez peu abordées dans les années 30 et 40. On est dans une évidente masculinité managériale, il faut performer, et cela est très cohérent avec l'ontologie de l'ennemi portée par le couple management digital et que j'évoque dans mon livre. Alors tout ça ouvre à une question qui est très fortement celle de notre présent, à l'heure où on est sur des questions d'anthropocène, d'approche féministe liée à un management plus alternatif. C'est comment féminiser en profondeur notre management et essayer plus radicalement de quitter l'ontologie de l'ennemi installée par la Seconde Guerre mondiale et pour laquelle les apocalypses managériales et leurs phénomènes d'installation ont plus été des mécanismes de consolidation que des moments de questionnement et de contestation. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions à devojani@dauphine.fr. Merci beaucoup, à bientôt.